Bonsoir à tous. Nous allons commencer parce qu'on commence avec un peu de retard. Donc, je souhaitais vous accueillir. Bertrand Lévier, je suis le président de l'APEL, donc de l'établissement Notre-Dame de Sion, qui est content d'inviter la chère Edgar Morin de la complexité et de vous recevoir ce soir pour un beau débat sur l'esthétique. Donc, on a dit qu'on allait commencer vite, donc je vais passer très rapidement et immédiatement la parole à Laurent Bibard pour une présentation de deux invités. Que je suis content de recevoir. Edgar Morin est presque un habitué des lieux puisqu'il était déjà venu il y a 3 ans pour un très beau débat que nous avions eu ensemble et qui avait un titre qui résonnait puisque c'était Raison au pluriel et Voix d'espérer. Voilà, donc on avait eu un très beau débat il y a 2 ans ici. Donc merci de venir à nouveau et content de vous recevoir et content de vous recevoir également Madame Cynthia Fleury. Je passe le micro. Merci Bertrand, merci. Au nom de la chère Edgar Morin de la complexité, merci au groupe scolaire Notre-Dame de Sion de nous accueillir pour cette rencontre. Sur l'esthétique, merci Cynthia Fleury d'avoir accepté cette rencontre avec Edgar Morin. Merci Edgar de ce nouveau Sans Tabou sur l'esthétique. Alors, je propose de très très brièvement dire quelques mots. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, psychanalyste, vous êtes à la tête de la chaire de philosophie de l'Hôtel-Dieu depuis 2016. Vous avez beaucoup de publications, Les Irremplaçables, c'est l'une des dernières, La fin du courage, qui est un titre courageux pour le coup, si vous me permettez, et puis peut-être un ouvrage auquel nous allons venir, qui est une métaphysique de l'imagination. Et qui aura tôt ou tard, sans doute, qui prêtera le flanc à un échange avec Edgar Morin sur l'esthétique. Edgar Morin, merci encore pour ce nouveau Sans Tabou. C'est extrêmement agréable de souligner que quand on a prévu ce Sans Tabou, sur l'esthétique était votre dernier livre. Et il y en a maintenant un encore qui s'appelle Connaissance, ignorance et mystère. Et peut-être que votre livre sur l'esthétique préparait celui-ci parce que vous parlez de curiosité, d'amour à la fin du livre sur l'esthétique. Je propose qu'on commence tout de suite par une question pour vous et Cynthia Fleury réagira ensuite, mais une question que je trouve extrêmement importante. Vous dites au début du livre sur l'esthétique, qui d'ailleurs résulte de conférences que vous avez données à la Maison des Sciences de l'Homme au premier semestre de l'année dernière, vous dites d'abord c'est en quelque sorte un volume de plus et peut-être le volume qui clôt la méthode. Il pourrait être interprété comme ceci, vous l'évoquez dans l'avant-propos. Et puis, vous dites, l'esthétique, c'est une donnée fondamentale de la sensibilité humaine. Et en rejoignant peut-être, mais c'est une question que je vous pose, la manière dont le philosophe Emmanuel Kant aborde la question du beau. Mais ce qui est tout à fait impressionnant, je trouve, dans votre manière d'aborder l'esthétique, c'est que ça n'a rien de formel. On peut estimer que la manière dont Kant aborde le beau à cause de la notion de désintérêt, il y a quelque chose qui fait comme si on se tenait en dehors du monde dans le sentiment du beau. Et là, on est au cœur de la chair des choses. Et vous parlez en particulier de quelque chose qu'éventuellement, il faudrait qu'on éclaire un petit peu, de chamanisme et de post-chamanisme. Et pour donner un exemple simplement, et je m'arrêterai sur ce point-là, vous dites très probablement, lorsqu'il y a eu les peintures rupestres des animaux, les hommes qui ont peint les animaux étaient comme dans une identification psychique avec les animaux qu'ils peignaient. Et c'est quelque chose qui nous met au cœur du monde, au cœur de la vie vécue. Alors j'allais dire au cœur du réel, et Cynthia Fleury elle-même corrigerait aussi peut-être, mais on est dans de l'ambivalence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a amené à cet ouvrage et l'enjeu, ce que vous souhaitez y dire d'essentiel ? Merci beaucoup de ce prélude. Bon, ce que je veux dire, tout d'abord, c'est que pour moi, l'esthétique est une des dimensions humaines, anthropologiques, fondamentales. Et que, dans le fond, depuis des années, j'accumulais des notes là-dessus, avec l'idée que quelque chose en sortirait, mais non, ne sortait pas. Et puis,
j'ai de plus en plus le sentiment que ma première culture, celle qui s'est faite à travers la musique, à travers la poésie, à travers les livres, à travers le théâtre, à travers le cinéma énormément, que cette première culture n'a pas été du tout un stade dépassé par une culture ensuite devenue philosophique ou sociologique ou scientifique, mais elle est restée toujours vivante, fécondant cette deuxième culture superposée et se continuant. C'est-à-dire, je continue à être un cinéphile, je continue à aimer la musique et si je ne vais pas au concert, heureusement qu'il y a 4 chaînes musicales télévisives, ça. Enfin bref. Alors, ça c'est, si vous voulez, c'est j'ai donc, et comme je devais faire ces conférences dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme grâce à Michel Viavorka, j'ai choisi ce sujet qui me travaillait depuis si longtemps et j'en étais très content, subjectivement. Alors, l'essentiel de mon propos, c'est que la dimension esthétique ne se réduit pas aux émotions que nous tirons des œuvres d'art. Nous pouvons l'avoir devant des visages, devant des paysages, devant des situations sportives. Enfin, donc, autrement dit, c'est une émotion poétique. Et alors là aussi, je l'intègre, je l'insère dans ce que j'appelle la polarité poétique de l'existence, étant donné que l'existence humaine, elle est bipolarisée. D'un côté, prosaïquement, l'homme habite la Terre, c'est-à-dire on est obligé de faire des choses qui l'embêtent par nécessité ou par obligation, et d'autre part, la part poétique de la vie, c'est tout ce qui nous donne une communion, une jouissance, de l'amour, de la tendresse, de l'exaltation, etc. Et évidemment, c'est la part importante. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on est dans un état d'émotion poétique, on est dans un état psychologique, affectif, tout à fait différent de l'état quand on fait un travail ennuyeux, prosaïque. Et c'est un peu ce type d'émotion poétique que j'ai essayé de mieux comprendre et par là même de comprendre le caractère singulier de l'émotion esthétique, surtout quand elle est celle d'un spectateur. Bon, par exemple, je suis spectateur dans une salle de cinéma, je vis intensément avec les personnages du film, je pleure, je ris, je souris, bon. Mais en même temps, je n'oublie jamais que je suis assis dans mon fauteuil. J'ai comme une double conscience, j'ai une petite veilleuse de conscience qui sait que je suis spectateur, et l'autre part de mon esprit est tout à fait actif et mêlé de même au théâtre, de même quand je lis un roman. Et alors, c'est cet état double de cette émotion, mais avec cette distance quand on est spectateur. Bien entendu, il y a des cas où on peut à la fois vivre l'esthétique et pratiquer une activité. Je pense que le skieur, par exemple, il se laisse glisser, il a une activité, en même temps il s'enivre de filer sur la neige, etc. Mais enfin, j'ai voulu marquer ce caractère. Et quand on est dans une très grande émotion esthétique, alors celle-ci est voisine d'un état, je dirais, parfois de transe douce, mais qui peut aller presque jusqu'à l'extase. Pour moi, ça a été l'expérience la plus formidable de ma vie. J'avais 14-15 ans, et c'est quand j'ai entendu, salle Gaveau, les premières mesures du début de la 9e symphonie, du premier mouvement de la 9e symphonie. J'ai été dans un état absolument incroyable. Et on peut être dans des états extrêmes par émotion esthétique, comme voisine de l'extase, voisine de la...
Et on peut dire qu'il y a quelque chose... D'ailleurs, c'est Guy Vic, le poète Guy Vic, qui disait que la poésie ressuscite le sacré. Et quand vous avez une émotion forte et esthétique, vous avez un sentiment de sacré. Le Requiem de Mozart, la 9e symphonie, c'est quelque chose qui m'inspire du sacré. Alors, ça, voilà, c'était un peu ce côté du point de vue du nous, spectateurs. Mais du coup, je me suis posé la question de l'artiste, du créateur. Et c'est pour ça que je me suis interrogé sur les grottes comme la grotte Chauvet ou Lascaux, parce qu'il y a une polémique. Les indices, c'était Chaban, d'autres disent non, c'est des artistes. Et moi, j'ai répondu, ce sont des artistes parce que chaman, ou chaman parce qu'artiste. Alors, pourquoi? Je me suis dit, pour que ces artistes reproduisent avec une telle fidélité ces animaux au fond d'une grotte obscure, sans avoir le modèle devant les yeux, il faut qu'ils le fassent de tête, d'esprit, qu'ils l'esprit soit possédé par ça dans un état second de quasi-transe, et c'est pour ça que j'ai pensé au chaman. Non pas la transe chamanique dont son côté gesticulatoire est convulsif, non, si la transe est convulsive, on ne peut plus rien faire, mais de cet état de transe douce. Et donc, j'ai aussi, sans vouloir faire de comparaison, mais je me suis rappelé que quand j'étais étudiant, j'adorais faire des croquis, des caricatures de mes camarades ou de mes professeurs. Et quand je les faisais de tête, mes caricatures étaient très ressemblantes. Et quand je regardais la personne et que je voulais imiter son front, son nez, sa bouche, je ratais tout. Et donc, j'étais possédé. De même, j'imitais un de mes maîtres, et quand je l'imitais, non seulement j'imitais sa voix, mais j'étais à l'intérieur de lui où il était à notre moi. Et cet état, disons, qu'a un comédien quand il est possédé par le personnage qu'il incarne, etc. Et cet état de par exemple, c'est pas un hasard si Balzac, qui était un très prolifique, avait besoin de café. L'usage de drogue, de Malraux, la cocaïne. Je veux dire que je ne dis pas que le café ou la cocaïne sont indispensables à la création artistique, pas du tout. Mais parfois même, là, on se met dans cet état de transe douce. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est ce mélange d'état de transe qui vient qu'on appelle l'inspiration, qu'on appelle tout ce qu'on veut, et mélangé à un état de conscience. Parce que l'artiste, en même temps, par sa conscience rationnelle, il se corrige, il se critique, il réfléchit, et puis à nouveau, il se laisse porter par l'inspiration, et à nouveau, D'ailleurs, Victor Serge a une phrase que j'ai citée, disant qu'écrire la création littéraire, c'est à la fois de la transe et de la conscience. Et donc, c'était un peu pour... Alors, bien entendu, j'arrête là, parce qu'il y a toutes les conséquences culturelles, pédagogiques, etc., éthiques même, qui résultent de tout ça, mais on va en parler avec Cynthia. Mais voilà, je voulais dire un peu quel était mon projet et quelles étaient mes idées premières dans cette histoire. Alors, Cynthia Fleuret, si on entend possession, transe et un monde poétique qui dépasse d'une manière ou d'une autre assez essentiellement le monde prosaïque, à vous. Oui, quand vous m'avez invité à échanger avec Edgar, je venais où j'allais lire l'esthétique et j'étais d'abord assez prise d'effroi puisque je me suis dit, mon Dieu, la critique du jugement chez Kant, c'est loin, je l'ai bien pratiqué, mais et je me rappelle effectivement toutes les questions de l'universel du jugement esthétique, de la question du beau, de la question du sublime. Mais s'il s'agit effectivement de partir dans une approche didactique de l'esthétique kantienne, je vais décliner. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai décliné. Je me suis dit, voilà. Et puis, j'avais le livre d'Edgar. J'ai attrapé le livre d'Edgar. Et là, tout a changé puisque les premières lignes, c'est mon esthétique.
Et d'une certaine manière, mon esthétique aurait pu être le chapitre final de la méthode. Et donc, en fait, ce que le livre explique, c'est aussi que tout ce travail d'Edgar autour de la complexité, de l'approche holistique, à un moment donné, une autre manière d'en parler, c'est aussi la question de l'esthétique, de l'émotion esthétique, et ce que l'émotion esthétique provoque de façon directe ou indirecte parfois, mais en tout cas comme un certain type de surgissement ou de préalable à une réflexion ensuite qui va se poser sur l'esthétique. En fait, c'est tout le travail réflexif qu'a aussi fait Edgar sur la pensée de la complexité. Et là, un maillage peut se faire entre ce travail de raison autour, la raison conceptrice, la raison créatrice et la raison complexe, et la cartographie comme ça mentale qui est totalement immense. Et je crois que nous deux, nous avons à cœur de lutter contre les réductionnismes ambiants sur la raison et qui transforment la raison en rationalité instrumentale, et de montrer au contraire qu'il y a une définition beaucoup plus extensive et que le territoire cognitif est immense. Et donc là, de réintégrer comme ça, alors pour certains ce n'est pas assez formel, mais moi tout d'un coup ça me parlait, ça résonnait. En plus moi je viens d'un enseignement qui est celui de la Renaissance, et la poiesis, c'est absolument la base quasiment de toute connaissance dans ce schéma-là, et j'y reviendrai tout à l'heure avec la notion de l'imaginal, puisque vous avez fait écho à métaphysique de l'imagination, et qui a une approche, c'était mon travail de thèse, donc ça remonte à un petit moment, mais ça défendait une approche cognitive, agente, créatrice, noétique de l'imagination, alors que l'Occident, classiquement, a une définition de l'imagination déficitaire. C'est ce qui fait la folle, et c'est certainement pas celle qui conçoit et qui a un rapport direct avec l'entendement. Est-ce que pour le public, vous pouvez creuser un petit peu ce point, parce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de peut-être un peu paradoxal, qui est que l'imagination conduit à la présence. Tout à fait. Et au contraire, loin de déloger. Voilà. Et peut-être qu'on rejoindra le thème du double que Edgar commençait à évoquer avec le cinéma. C'est exactement ce qu'a dit Edgar à l'instant. C'est-à-dire, en fait, la question de la transe, mais d'abord, si on oublie la question de la transe, l'émotion esthétique, ça nous permet d'être en présence. C'est-à-dire que par la qualité d'une émotion esthétique, en fait, ça ouvre un accès au monde, au réel. Et donc, à ce moment-là, l'esthétique est directement, ce qui est normal d'ailleurs, la sensibilité humaine est directement une voie d'accès au réel. Et si c'est une voie d'accès au réel, c'est une voie d'accès à la connaissance. Et on a une approche bachelardienne du co-naître, du naître avec, et qui fait également la connaissance. Donc, pour moi, et l'imagination, c'est pareil. Quand Corbin, puisqu'en l'occurrence, Corbin était un grand philologue, philosophe spécialiste de l'islam soufi, grand professeur d'ailleurs à l'EPHE en Sorbonne, Corbin défendait une approche imaginale, créatrice de l'imagination, parce qu'il posait même que si on n'arrivait pas à définir de façon profondément qualitative, cérébrale, cognitive, l'imagination, ben on passait tout simplement à côté du réel. C'est-à-dire des pans entiers du réel étaient clos, étaient fermés. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vit dans une émotion esthétique ? On vit l'ouverture du réel. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu, et c'est ça qui est méthodologique. Si on veut reprendre un autre terme important chez Edgar, celui de la méthode, c'est que, bien évidemment, ce qui apparaît dans un premier temps comme éventuellement une transe ou que sais-je, en fait, est une méthode d'accès au réel et une méthode, bien évidemment, d'accès à la connaissance. Alors, j'ai l'impression qu'Edgar Morin veut réagir, et on peut poser la question. Oui. C'est une connaissance prosaïque, poétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cynthia Fleury ? Bah, écoutez, je suis d'accord, et je vais même un peu confirmer, oui, merci, pas mal de choses. Bon, d'abord sur la question
l'imagination et de l'imaginaire, il est certain que, enfin en tout cas pour moi, ma grande découverte quand j'ai fait à 25-26 ans mon livre L'homme et la mort, j'étais persuadé que les idées, les mythes, tout ça, c'était des superstructures. Et j'ai compris que ce n'était pas des superstructures, que la réalité humaine comporte l'imaginaire et l'imagination. Et ça, c'est une chose profondément ancrée en moi. Et alors, dans le problème aussi bien de la musique que de le roman, c'est comment une prolifération imaginaire. Je reprends l'exemple de Balzac, je pourrais dire Dickens, un univers sort comme un ectoplasme gigantesque de la tête, du cerveau, de l'esprit de l'écrivain. Mais bon, nous-mêmes, nous sommes tous des créateurs dans les rêves, nous inventons des choses incroyables que nous oublions souvent, mais là aussi, cette force créatrice prodigieuse qui est là. Il y a une autre chose que je voudrais dire, qui est déjà un peu éthique, si vous voulez, c'est que, alors je reprends l'exemple du cinéma, mais je peux prendre aussi Crime et Châtiment de Dostoïevski, je peux prendre beaucoup d'autres thèmes, d'autres pièces ou films. C'est quand nous sommes, par exemple, nous voyons au cinéma le criminel, le vagabond, personne qui pour qui nous avons une répulsion dans la vie normale. Eh bien là, nous voyons sur leurs aspects d'humanité. Là, le cas extraordinaire, c'est le vagabond Charlot que nous rencontrons tous les jours maintenant avec les SDF dans nos rues. Et ce vagabond Charlot, que nous aimons, que tout le monde aime, d'ailleurs, pas seulement dans le monde où il est né, américain, occidental, mais partout. Donc, et je donnais l'exemple aussi dans mon livre du parrain, parce que le parrain est à la fois un criminel implacable et en même temps un très bon père de famille, aimant ses enfants, etc. C'est-à-dire, nous avons le sens de la complexité humaine et tant d'êtres que nous rejetons uniquement par le mépris, nous découvrons leur côté humain. Et dans le fond, nous faisons la découverte que Raskolnikov fait de lui-même dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, une des œuvres qui m'a marqué pour la vie. C'est cette humanité qu'il avait niée chez la vieille prêteuse sur gage qu'il avait assassinée. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose de... alors, malheureusement, nous ne sommes meilleurs que le temps de la projection du film, ou que le temps de voir la pièce de théâtre, ou que le temps de la lecture de Crime et Châtiment. Après, nous retombons. Et le grand problème culturel et pédagogique, c'est comment faire durer ce meilleur. Moi, je crois qu'évidemment, c'est au moment de l'adolescence que des œuvres qui marquent peuvent avoir une empreinte qui va durer tout au long de la vie. En tout cas, ça a joué pour quelques œuvres et pour ma propre mentalité. Mais enfin, je pense que c'est ça le grand paradoxe de l'art, mais nous sommes meilleurs. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui a souvent été dit, mais qu'on faut redire, c'est que, notamment par la musique et par la poésie, nous approchons de l'indicible. La poésie, avec des mots, dit des choses qui dépassent le sens dénotatif, si vous voulez, des mots de notre langage, à travers des sens métaphoriques ou suggestifs ou évocateurs. Ils nous disent des choses que, justement, ils nous évoquent ce qu'ils ne peuvent pas décrire, dénoter. Et alors, quant à la musique, c'est évidemment... et je ne pense pas seulement à ces œuvres superbes de la grande musique. Il y a des chansons,
il y a des chansons de Léo Ferré, des chansons qui nous mettent dans des états poétiques absolument extraordinaires. Et qui nous, enfin, ou même, si vous voulez, moi je pensais à une chanson apparemment banale d'Aznavour, et à un moment donné, ces simples formules, et pourtant, est chargée d'une émotion poétique formidable. Donc, si vous voulez, on dit des choses qu'en réalité, on ne peut que suggérer, mais avec une force inouïe et qui échappe au vocabulaire normal. Alors, une dernière chose que je voulais dire, après ce qu'a dit Cynthia, c'est notre confrontation avec le réel. Elle se fait de différentes façons. Moi, je crois même que... Enfin, là encore, je prends mon exemple parce que j'étais tout le temps au cinéma, puisque j'étais orphelin de mère et que j'aimais pas ma famille. Mais j'ai découvert à 11 ans, 12 ans, 13 ans, des choses très importantes sur la société. J'ai vu un film de Pabst qui s'appelait La tragédie de la mine, en allemand Kameradschaft, c'était avant Hitler, et c'était la solidarité entre mineurs français et mineurs allemands à la suite d'un coup de grisou qui avait frappé les mineurs français. Enfin, beaucoup de choses me sont venues à travers le cinéma qui a fait partie de ma culture. Et dans le fond, en fuyant le réel, je découvrais le réel. C'est ça qui est la chose tout à fait étonnante. Et je faisais la part du mythe, de l'histoire et la part de réalité que je découvrais. Mais j'ajoute ceci, et c'est à partir d'une phrase du poète anglais T.S. Eliot qui dit « Humankind cannot bear too much reality ». C'est-à-dire, le genre humain ne peut pas supporter trop de réalité. Or, je pense que c'est à travers les tragiques grecs, à travers Shakespeare, ou même à travers Beckett, que l'on peut regarder en face cette tragédie de l'existence humaine que nous ne pouvons pas regarder comme ça. Voilà. Et je pense que leur vérité, c'est de... Et alors, justement, nous avons cette chose incroyable et qui pourtant est réelle et qui est liée à ça. Et là aussi, j'ai cité un mouvement, le second mouvement déchirant du quintet de Schubert, où on sent exprimer tout le malheur d'un homme, de ce pauvre Schubert qui a tellement souffert, pas seulement de maladie, mais de solitude et d'incompréhension. Et dans ce mouvement, dans cet état des choses, d'une tristesse infinie, il nous transmet cette tristesse et ce chagrin en nous donnant du bonheur et du plaisir en même temps. Ça nous fait... Et dans le fond, et c'est ça dans la tragédie, nous voyons des choses terribles, nous les vivons dans leur côté terrible, comme dit Aristote, c'est la terreur, n'est-ce pas, que nous inspire la tragédie, et en même temps, nous sentons quelque chose de bien, et nous sommes quelque chose qui nous fait du bien. C'est ces aspects-là, c'est ça la complexité, une des complexités de l'esthétique. Et c'est pour ça que je vous rejoins sur le réel, je vous rejoins sur l'imaginaire. Peut-être qu'on peut retenir que c'est par la fiction qu'on approche le réel. Et une question que je trouve très importante, c'est qu'Edgar Morin a dit, Cynthia Fleury, on est meilleur, mais on est meilleur seulement le temps du film ou le temps de la pièce de théâtre. Êtes-vous d'accord ? Oui, si oui et non, pourquoi et dans quelle direction pensez-vous important d'avancer sur cet échange? Alors, Edgar a posé la question effectivement terrible, c'est comment faire durer le meilleur. Bon, alors je vais faire un teasing et je vais dire la réponse dans quelques minutes. Non, hélas, j'adorerais savoir cela, parce qu'effectivement, c'est une des questions, et comment transformer l'esthétique en est-éthique avec un H, et comment faire que précisément il y ait une catharsis. Alors normalement, on le sait, la catharsis effectivement surgit de la poésie, c'est-à-dire que de fait, l'œuvre nous amène très souvent
vers une sublimation de nos manques, mais effectivement le temps d'eux. Le temps d'eux, et ensuite comment les différents acteurs de la société et comment nous-mêmes nous pouvons poursuivre cet acte-là, c'est une question qui est immense. Mais je voudrais, alors je vais essayer quand même d'y répondre, mais je voudrais revenir sur la question de la fiction, sur la question du réel, sur la question de la musique, sur la polyphonie de la vie. D'abord, un point sur les expériences, puisque l'esthétique, c'est aussi... c'est très particulier, hein, c'est à la différence de l'objectivation, la question de la subjectivité et du regard porté sur la chose est également importante. C'est-à-dire que c'est une connaissance relationnelle, la connaissance sensible et une connaissance qui considère que l'implication du sujet dans ce qui l'entoure n'est pas problématique. Et on ne lui demande pas une impartialité, un dégagement, etc. C'est très particulier, c'est une implication totale, totalement singulière, et en même temps, par la qualité de son acuité, elle se dégage de simplement ma personne. Et j'atteins un sentiment esthétique que je peux partager avec d'autres, qui n'est pas simplement moi, mais pourtant qui vient du fait que je mets intégralement mon être à un endroit. C'est-à-dire c'est ce hiatus, enfin ce hiatus ou ce système-là qui est assez étonnant. Bon. Vous me permettez oui. Quand vous parlez de l'individuation oui. et des individus et du caractère indispensable de l'individuation pour une démocratie réelle, et vous évoquez l'éthique il y a un instant, on n'est pas loin ici de ce propos, parce qu'au fond, chacun, par sa propre esthétique, est capable d'une relation avec les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Oui, non, mais c'est très clairement dans Les Irremplaçables, c'est un des points, c'est-à-dire qui se joue que matriciellement, le souci de soi et le souci de l'état de droit ou le souci des autres se situent au même endroit et ne sont pas de façon antinomique opposés. Et d'ailleurs, un des points essentiels de l'individuation, c'est la question de l'imaginatio vera, de l'imagination vraie, c'est-à-dire c'est ce qui nous rappelle que notre première relation au réel n'est pas une relation de soumission, mais c'est une relation de création. C'est une relation d'invention. Le réel n'est pas la réalité sociale. Le réel est une puissance de surgissement. C'est une émergence. C'est quelque chose qui n'existe pas encore et qui attend d'une certaine manière la convocation de notre sujet pour se donner comme événement. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que... et vous avez ça, des pages entières magnifiques chez Jankélévitch qui expliquent comment il y a un ensemencement, je reprends son expression, du hasard, par précisément la responsabilité, l'engagement d'un sujet, moi, ce que j'ai appelé l'irremplaçabilité. Bon, donc là-dessus, on est très fort. Mais je voulais... on est très fort. J'ai fait un magnifique lapsus. On est d'accord. Et on est... Là, franchement, je suis un peu fatiguée, mais en même temps, bon, pas si fatiguée, visiblement. En transe, voilà, en transe. Donc, je reviens, comment dire oui, vous avez posé une question tout à l'heure. Voilà, vous aviez posé une question tout à l'heure sur le prosaïque, le sacré. Je voulais faire un rappel de Proust. Parce que, précisément, c'est la question proustienne aussi, toute la question de la recherche, c'est comment, par la question de la réminiscence, c'est ce qui... Proust va comprendre quelle est la définition du temps. Bon. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il marche sur le chemin des Guermantes ou à Combray, où il tape une dalle dans l'hôtel de Guermantes ou de telle ou telle princesse, etc. Et où il traverse un champ d'aubépine et voilà, et surgit, où il trempe une madeleine, et surgit par cette émotion esthétique ce qu'il appelle un peu de temps à l'état pur. Et un peu de temps à l'état pur, c'est la définition
d'une conception non religieuse du sacré. C'est-à-dire, c'est un sentiment d'éternité. Hein, les Grecs appelaient ça l'aion, c'est une des définitions possibles du temps. Et c'est de comprendre comme ça, par l'émotion esthétique, la stance, comme ça, la manière d'être au monde, alors que bien évidemment le temps fuit, tout disparaît, et que c'est la dure réalité de ce monde et la question de la finitude. Mais précisément dans l'émotion esthétique surgit comme une espèce de possibilité d'un passage à travers le temps. C'est une machine à remonter le temps ou à se projeter dans le temps, etc. Donc tout ça pour dire que par l'émotion esthétique, non seulement il y a un accès au réel, il y a un accès à la connaissance, mais il y a un accès aux mécanismes qui font surgir tout cela, à savoir la question de l'espace-temps. Et donc ça se joue aussi dans cette question-là. Alors maintenant, comment on fait pour faire durer cela ? Grand silence. C'est difficile, effectivement, c'est une question essentielle. D'abord, sans doute, de comprendre que ce qui est présenté comme poésie, ce qui est présenté, je pense que c'est le premier geste de déclic de conscience, c'est-à-dire, ce qui est présenté comme poésie, ce qui est présenté comme fiction, ce qui est présenté comme musique, esthétique, art, etc., n'est pas un supplément d'âme, n'est pas un discours sûr, voilà, mais il y a une dimension politique immense de ce territoire littéraire, de ce territoire esthétique. Il y a un accès au réel par ces œuvres-là. Et l'œuvre, la création, est un accès au réel. Déjà, de comprendre ça, je pense que ça nous met en relation un peu différente avec les œuvres et qu'elles deviennent tout d'un coup substantielles de nos vies et non pas quelque chose qui nous divertit. Et là, tout d'un coup, on est porté par elles et je pense qu'on est plus apte précisément à faire que ce qui a été donné là, divulgué là, on le porte et on le continue. Je voulais juste dire un mot, enfin le citer, puisque je trouve que c'est une citation magnifique de Foucault faisant référence à Blanchot pour expliquer qu'est-ce que c'est l'espace littéraire. Et c'est dit et écrit, donc je ne sais plus quel entretien. Et Foucault dit tout simplement, il joue avec deux grands titres de Blanchot, où il dit voilà, l'espace littéraire, c'est la part du feu. La part du feu au sens où tout ce que nous confions au feu, tout ce qui devient cendre, et en même temps tous les réductibles d'une civilisation, c'est là, c'est dans l'espace littéraire. Et donc moi, j'ai jamais eu, si vous voulez, par exemple, une difficulté à utiliser les textes littéraires comme des textes philosophiques et comme des traités philosophiques. C'était même, et d'ailleurs ça m'a coûté très cher, dans le monde de la réalité sociale, qui est un monde disciplinaire et discipliné, et l'interdisciplinarité que Edgar connaît bien, voilà, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans des approches plus holistiques sont bien évidemment dans des maillages très très forts entre la poésie, la philosophie, la littérature, l'histoire, l'économie, et ont une incapacité. C'est même pas une incapacité, c'est que c'est une erreur intellectuelle de faire à ce moment-là une scission avec ces différents endroits. Bon, donc comment on poursuit ? On poursuit déjà avec cette décision de ne pas scinder, par exemple, les disciplines. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui paraît absolument anodin, mais en fait, c'est déjà là un refus qu'une rationalité prenne le pas sur l'autre et de, encore une fois, maintenir toujours la carte complexe de la raison. Et rien que ça, c'est un geste de connaissance et c'est un geste politique. Est-ce qu'on peut creuser la question sur laquelle, je pense, Edgar Morin, on reviendra. Sur l'esthétique, Edgar, vous dites, on est dans un monde qui n'est pas très beau. Et c'est vrai que les villes où nous habitons, il n'y a pas nécessairement partout de recherche d'esthétique et de beauté. Et pour reprendre le propos de Cynthia Fleury,
est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une des erreurs commises qui ressemblerait à un enfermement disciplinaire est, Cynthia Fleury, de faire des musées où les œuvres d'art sont rassemblées? Alors évidemment, ça les protège, mais est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer que les œuvres d'art soient exposées dans la rue ou qu'on rende plus sensible la présence du beau dans la vie quotidienne? Edgar Morin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une réponse à la question de savoir comment on peut faire durer le sentiment esthétique qui nous rend meilleur un moment? Moi, je crois que pour le faire durer, d'abord, je crois que je reviens un peu à ce que j'ai dit. Je crois que c'est l'âge où l'on se forme, c'est l'âge d'adolescence. C'est à ce moment-là qu'on peut peut-être aider les autres à entrer dans ce royaume de l'esthétique qui va leur donner des vertus. Parce que là aussi, c'est cette relation étonnante entre l'éthique et l'esthétique. Les grandes œuvres nous mettent en face d'une réalité qu'il faut voir. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, ça nous rend de toute façon meilleurs. Et j'ajoute encore un dernier aspect qui est dans mon livre, c'est que toutes ces œuvres ont un aspect cognitif. Évidemment, nous savons qu'à travers le roman, nous allons connaître un peu mieux les êtres humains, les rapports sociaux, les subjectivités, etc. Mais il y a aussi je pensais à la fresque de Michel-Ange où le Dieu créateur tend la main pour donner le souffle de vie à Adam. Quand on regarde, on voit l'aspect cognitif que Michel-Ange a voulu, parce que le Dieu tient enlacé un être qui n'est pas un ange, qui n'a pas d'aile, qui est une femme. Il a voulu montrer que le principe féminin était nécessaire à la création. Enfin, je pense qu'il faut aussi montrer que c'est une façon... Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de connaissance. Maintenant, pour prendre une idée sur la connaissance du réel, j'ai pensé, en vous écoutant, à la phrase fameuse de Oscar Wilde, qui dit que la nature imite ce que l'œuvre d'art lui propose. C'est-à-dire que nous pouvons mieux voir beaucoup de choses, évidemment à travers la peinture, à travers les impressionnistes, à travers Cézanne, à travers la montagne, mais nous pouvons mieux voir le monde aussi grâce aux œuvres d'art. Alors, il y a à propos du temps, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que quand on a fait des expériences avec des électrodes sur l'extase de moines bouddhistes, on s'est rendu compte que les centres cérébraux qui opèrent la séparation entre le moi et le monde sont suspendus. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une fusion avec le tout, un destin indistinct, mais le temps lui-même est suspendu. Il n'y a plus de temps, mais enfin, il est pas. Et d'où l'impression, comme dirait Rimbaud, elle est retrouvée, l'éternité. Voilà, il y a un sentiment, à mon avis, comme il n'y a pas d'éternité, enfin, on a un sentiment d'éternité, bien que l'éternité n'existe pas à mes yeux. Bon, ça c'est une chose qui est quand même... Bon. Alors, moi je voulais dire aussi qu'il y a une perversion ou une dégradation de l'esthétique dans ce qu'on peut appeler l'esthétisme ou l'esthète. L'esthète, à ce moment-là, ne retient plus de son amour de l'art, des œuvres, etc., que la jouissance qu'il en tire. C'est cette jouissance qu'il cherche à l'état pur. Et alors, à un moment, et nous avons eu des cas d'esthétisation de la guerre. Par exemple, Junger, la guerre de 14,
Il voit dans la guerre, dans l'expérience du guerrier, non pas tellement les atrocités, les mutilations, etc., mais cette expérience existentielle, exaltante, etc. Dans Les Conquérants de Malraux, le héros est un esthète, il fait la révolution, mais il n'y croit pas. Il fait ça pour mener sa propre aventure de vie. Bon, il y a donc cette tendance. Mais je pense que la façon de ne pas sombrer dans cette tendance, c'est de bien penser que l'émotion esthétique, le sentiment esthétique s'intègre dans, disons, la qualité poétique de la vie. Et que la qualité poétique de la vie nous demande à la fois d'être mieux en relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire dans un sens d'être un peu meilleur, et d'être aussi en communauté avec d'autres, d'être en relation. C'est-à-dire que la communion, l'amour, l'amitié, la convivialité, et toutes ces choses-là. Et donc, si vous voulez, la dimension esthétique située dans cet ensemble poétique nous intègre profondément dans la relation avec autrui, avec les autres, avec l'humanité, qu'elle soit un fragment d'humanité locale ou même l'idée générale d'humanité. Alors voilà un petit peu ce que je voulais dire. J'imagine, Cynthia Fleury, que vous ne ferez qu'approuver ces derniers points d'Edgar Morin. C'est au cœur même de la vie profane ou prosaïque de tous les jours qu'émerge la possibilité de la poésie, et en particulier dans la relation aux autres. On a déjà évoqué tout à l'heure cette perspective, mais est-ce que vous pouvez creuser un petit peu votre position sur cette compréhension des liens entre esthétique, éthique et relation aux autres? Alors, il y a plusieurs points, c'est-à-dire que, de fait, je dirais, je vais être ambivalente dans ma réponse, parce que les chemins pour restaurer la relation avec les autres sont multiples et obstrués. Donc, effectivement, je dirais que parfois, pour précisément préserver une relation avec les autres, mieux vaut en passer par la littérature. Si je veux être... voilà, c'est-à-dire que c'est une des manières de préserver une relation avec l'autre, c'est-à-dire précisément de ne pas l'avoir de façon directe, mais d'utiliser voilà, un autre territoire qui nous rappelle à notre commune condition humaine dans toute sa complexité, et qui nous permet par ce viatique, par ce détour, de revenir éventuellement à une relation plus directe. Donc c'est un chemin possible de l'éthique. C'est un chemin qui passe par... Voilà. Et puis, il y a d'autres chemins qui sont beaucoup plus simples, qui est que, et surtout très souvent avec la musique, on a parlé tout à l'heure de Schubert. Schubert, c'est les accords dissonants. C'est une des spécificités de Schubert. C'est Chopin aussi, avec ces espèces à la fois de musicalité qui sont d'une mélancolie extrême, et en même temps, il y a une espèce de gai savoir, si on voulait paraphraser Nietzsche. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écoute la musique à plusieurs? Il se passe précisément quelque chose d'une symbiose, d'une sympathie, d'une empathie, de quelque chose qui fait lien sans que nous ayons la réflexion de cela. Donc là aussi, c'est une possibilité par l'éthique. Bon, on l'a dit tout à l'heure, la catharsis, le fait que précisément la lecture d'un texte, l'écoute d'une musique, la vision d'un tableau provoque une réflexion, une conscientisation qui nous emmène vers un geste éthique et vers la consolidation d'une approche, etc., etc. Mais c'est ce qu'a dit Edgar aussi, c'est-à-dire le risque
le risque du geste esthétisant qui, à un moment donné, efface aussi, parce que c'est tellement beau que on en oublie le fracas, on en oublie la torture, on en oublie l'horreur, et on ne veut pas l'oublier. Mais au moment même où il y a ce geste esthétisant, il y a aussi quelque chose d'un effacement. Et Dieu sait si c'est toutes les pages d'Adorno en disant, voilà, après Auschwitz, il ne sera plus possible de précisément aller vers un geste poétique ou une question esthétisante, et comment on représente l'horreur. C'est la phrase, la phrase magnifique, ça a été toute la question de Lanzmann avec Shoah, parce que c'est véritablement, il a dit, il fallait une œuvre. Je le cite, il fallait une œuvre. Il fallait une œuvre pour précisément raconter l'indicible, ce qui en plus a été l'objet du négationnisme, puisque l'entreprise nazie est une entreprise à l'instant T immédiate d'effacement du fait, d'effacement par le dire. Bon, voilà. Donc il fallait une œuvre qui restaure, et en même temps avec cette peur, et c'est normal, d'effacer aussi par l'œuvre l'horreur, parce que soit elle n'est pas à la hauteur, soit elle voile trop, soit elle dit autre chose que ce qui est dit, etc., etc. Donc voilà, le chemin aussi de l'esthétique et de l'éthique, il est pas simple, il est également complexe. Vous avez aussi, alors c'est pas l'esthétique, c'est un peu différent, mais vous avez des pages magnifiques de Boltanski sur le spectacle et la souffrance. Alors on cale pas précisément le spectacle comme l'esthétique, puisque le sentiment esthétique, l'émotion esthétique est une émotion réflexive. C'est une donnée cognitive. Généralement, c'est peut-être un peu rapide, mais on pose la question du spectacle comme étant non cathartique, et en gros, vous êtes comme ça, et c'est pas le moment de la réflexion, quoi. C'est un petit peu trop rapide de dire ça, mais de fait, tout de même, tous les jours, les images qui peuvent être d'ailleurs sublimes des reporters de guerre à la télévision, il y a un phénomène de telle saturation, éventuellement de telle... c'est Hollywood aussi, en 5 minutes, que ça efface proprement le questionnement éthique au moment où ça surgit. Donc voilà, donc c'est pas, là encore une fois, c'est pas simple de vous répondre. Et je suis là, je crois que je vais le quitter. Voilà, c'est la fin du micro aussi. Il y a une forme de fascination par les images qui passent, parce que ce que vous évoquez renvoie peut-être plutôt à des choses comme la télévision, voire la télé-réalité, et pas le moment esthétique réel, effectivement. Edgar Morin, voulez-vous réagir à ces propos de Cynthia Fleury, avant peut-être qu'on passe bientôt à une phase de questionnement de la part de la salle également? Oui. Non, tout d'abord, je voulais ajouter quelque chose qui est de l'ordre des biographies. Ce qui me frappe, c'est que la créativité artistique, elle est grande chez les tout jeunes ou les tout vieux. Alors, les tout jeunes, je pense à Büchner, je pense à Novalis, je pense à tous ces romantiques allemands, je pense évidemment à Rimbaud, je pense à Lautré, à Hamon. Mais alors, ils transgressent les règles, parce qu'ils n'obéissent pas. Et pourtant, dans le cas de Rimbaud, il les connaît. Rimbaud faisait des poèmes en latin, il savait tout. Mais il transgresse. Donc, je pense que les tout jeunes ne sont pas encore domestiqués par les règles. Et quelques-uns des tout vieux y échappent. Alors là, c'est le Beethoven des derniers quatuors, c'est le Turner des dernières œuvres, c'est le Matisse comme ça. Parce qu'à ce moment-là, ils se sentent assez libres pour obéir totalement à ce qu'ils ont envie de dire. Et là aussi, je retrouve ce rapport entre
disons, la source qui est inconsciente, qui est chamanique, post-chamanique, je dirais, parce que c'est quelque chose d'anthropologique. Nous savons que dans les premières sociétés humaines, les chamans jouent un rôle éducateur, un rôle cognitif, un rôle absolument énorme. Mais les artistes sont des post-chamans qui ont ça et qui en même temps, il faut exercer leur contrôle conscient très fort. Alors, bon, voilà un peu ce que je voulais dire avant qu'on pose des questions. Oui, comme le propose Laurent Murat, peut-être passer aux questions dans la salle. Alors, on va commencer une première question. Bonsoir. Pierre Sassier, recteur Advisory. Avant de commencer ma question, je vais juste raconter une toute petite histoire pour bien l'éclairer. Il y a quelques années, j'assiste à une conférence de Joël de René qui, à la fin, nous jette à la figure pensée complexe. Bon élève, je note, je ne comprends pas. Je vais faire des recherches. Je tombe sur les ouvrages d'Edgar Morin et comme c'est juste avant les vacances, je pars avec ma pile de livres. Je commence à attaquer Introduction à la pensée complexe et puis les heures passent, je quitte la piscine, je regagne ma chambre, je lis, je finis par passer sur Internet. Je suis pris à la fois d'une espèce d'excitation et en même temps de beaucoup de vertige. Et puis la nuit passe et je ferme, voilà. Et le lendemain, ma femme me regarde et elle me dit « Tu es bizarre, quelque chose a changé. » Il n'a pas le même regard que d'habitude. Il s'était passé quelque chose cette nuit-là, je ne suis pas Paul Valéry, mais il s'était passé quelque chose cette nuit-là qui fait que, effectivement, depuis, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans la manière de voir. Et j'ai des générations de collaborateurs qui ont été traumatisés sur la différence entre complexe et compliqué, mais passons. On a beaucoup parlé de l'esthétique par l'art, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe aussi une esthétique du raisonnement, finalement? Est-ce que, finalement, c'était une impression esthétique? Et puis, quand on parle de faire durer, moi, j'ai vraiment l'impression que ça a profondément, cette émotion esthétique, si c'en est une, a duré, parce que j'ai l'impression que, finalement, mon regard sur le monde a changé, comme si j'avais intégré quelque chose qui faisait que tout ce que je voyais autour, je ne l'expliquais plus pareil. Voilà, donc est-ce qu'il existe une esthétique du raisonnement et est-ce que derrière une manière de faire perdurer l'émotion esthétique, c'est pas justement d'avoir transformé un peu sa compréhension du monde ou au moins le regard qu'on jette dessus? Donc c'est par la pensée complexe que dure le meilleur en l'homme, et ça c'est une... C'était un éloge qui dit que c'est par la pensée complexe que tu as proposé qu'on devient meilleur de manière durable, si j'ai compris. C'est exactement ça. Est-ce que la traduction est correcte? Et l'autre question était, est-ce qu'il y a une esthétique du raisonnement? Et là, mesdames, messieurs, Cynthia ou Edgar, est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question? Oui, non, bien sûr, il y a une esthétique du raisonnement. Et déjà, alors, et c'est pas une manière de botter en touche, mais déjà, l'esthétique est un raisonnement. Donc on a essayé de montrer à quel point la raison se manifeste de différentes manières. Et donc, par l'esthétique, il n'y a pas de solution de continuité entre les deux. Mais si, après, on veut jouer véritablement sur le côté épithète, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un raisonnement esthétique? On pourrait faire venir ici Cédric Villani qui vous raconte la beauté d'une équation mathématique et qui vous la raconte comme précisément quelque chose qui libère un certain type d'émotion. Donc là, plus classiquement, il y a aussi des esthétiques de raisonnement, il y a des manières, entre guillemets, plus littérales d'avoir cette vision de ce qu'est un raisonnement. Donc ça, Dieu sait si les mathématiques sont un point essentiel par rapport à ça. Et puis après, c'est fantastique d'avoir des œuvres qui sont lues et qui, en une nuit, génèrent la transformation extérieure de soi. Moi, j'avoue que j'espère un jour véritablement provoquer ce type de régénération
c'est extraordinaire. Donc vous êtes un miraculé de la littérature. Moi, je trouve ça fantastique de noter que ça existe. J'ai connu deux cas, enfin d'autres, mais je pense à deux, dont la vie a été entièrement transformée par la découverte de Rimbaud. Ils étaient destinés, jeunes, à faire du commerce. Et l'un même avait commencé, sous une porte cochère, il vendait des chaussettes et des bas, etc. Et puis, il est tombé sur la saison en enfer. Ça a été foudroyant. Et alors, après, il est devenu il a collaboré au Cahier du Sud, il a traduit après Garcia Lorca en Le Commerce. Enfin, bref, il est entré dans le monde des lettres. Et l'autre, lui aussi, et c'est aussi Rimbaud. Et alors, lui, il est devenu libraire rue de Seine, c'est la librairie qui n'existe plus, Matarazzo. Il vendait, donc, il retrouvait des éditions anciennes, originales, des choses en enfer, et puis il vendait du coup des livres romantiques. Il a pu acquérir le fameux portrait de Rimbaud qu'on a. Enfin, il y a des gens dont la vie est transformée par un coup de foudre de littérature, de poésie, de musique, etc. Et ça montre aussi la force inouïe, justement, que peuvent avoir cette énergie incroyable, potentielle dans les chefs-d'œuvre. C'est quand même quelque chose de formidable. Bonjour, Cécile Chavel, je suis psychanalyste et aussi auteure dramatique, actrice. Et je voulais vous demander si vous pouvez approfondir sur comment l'esthétique peut être liée à l'éthique et ce que ça dit de la nature humaine et de l'essence de la vie, peut-être. D'approfondir ce lien entre esthétique et éthique. Et l'éthique. Ça, juste pour information, Cécile Chavet, qui vient de parler, est auteure de pièces de théâtre également, donc et comédienne, donc je pense que c'est à ce titre également d'artiste et d'écriture qu'elle pose la question. Moi, je crois l'avoir dit, que justement, ça nous rend meilleurs parce que nous voyons mieux la complexité des êtres. Nous voyons très bien que des gens que nous sommes prêts à ignorer, à mépriser ou à condamner dans notre vie quotidienne sont aussi des gens qui ont certains côtés qui sont humains, que nous pouvons reconnaître comme proches des nôtres. D'ailleurs, c'est Hegel qui a dit « Si j'appelle criminel quelqu'un qui a fait un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa personnalité, de sa vie, pour ne dire que ça. » Autrement dit, nous sommes réducteurs dans la vie quotidienne. Et quand nous sommes devant une œuvre, nous sommes complexes. Nous voyons les différents aspects de la personne. S'il y a un prisonnier, nous ne pensons pas tellement qu'il a commis un crime, nous pensons qu'il est enfermé, que c'est un prisonnier qui souffre. Et il y a des films très beaux comme The Birdman of Alcatraz, qui est un film admirable où ce prisonnier élève un petit oiseau de l'autre côté de sa planète grillagée. Donc, alors, ça nous rend meilleurs et en plus, ça nous mieux fait connaître. Et on peut dire que si la connaissance d'autrui, de l'humain, est quelque chose qui est implicitement éthique, je pense que ça nous fait mieux connaître les réalités humaines. Et puis, je pense aussi que l'admiration, l'émerveillement,
la joie de la découverte d'une beauté. Ce sont des choses qui ont aussi une dimension éthique. C'est pour ça que moi je considère que ce que j'appelle la poésie de la vie, la conception poétique de la vie, est une conception qui en elle-même a une radicalité éthique formidable, parce que elle comporte le lien de la compréhension de la communauté avec les autres. Et donc, comme la dimension esthétique fait partie de cette dimension poétique, je pense aussi qu'elle a cette dimension éthique. Mais, je le répète, sombrer dans l'esthétisme, c'est-à-dire de ne retirer simplement que des jouissances de plaisir, de volupté, superficielle d'ailleurs des œuvres, on n'est plus dans l'esthétique, on est en ce moment-là, et du coup, on quitte tout aspect éthique. Ce qu'on est en train d'approcher peut-être, hein, c'est qu'il y a dans l'esthétique quelque chose qui est un rapport gratuit aux choses et qui n'est pas prédateur. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une prise de quelque chose en vue d'une utilité, on n'est pas dans l'esthétique et on est délimité par quelque chose. Et est-ce que on peut aussi peut-être se poser la question, est-ce que le plaisir de partager ce plaisir esthétique, parce qu'on a parlé de ce plaisir individuel, de l'importance de ce plaisir individuel dans la vie de chacun, l'exemple qui était donné autour de la piscine ou en vacances, et la révolution que ce sentiment esthétique peut créer sur l'individu, mais l'envie et la capacité à partager ce sentiment esthétique. Est-ce que ce n'est pas justement aussi une des dimensions éthiques de cette esthétique? L'amitié, vous l'avez prononcé, mais il y a des choses qu'on a envie de conserver pour soi, et puis il y a des choses qu'on a envie de partager. Est-ce que l'esthétique, c'est pas justement quelque chose qu'on a envie de partager? Un poème qu'on a envie de faire lire, une musique qu'on a envie de faire écouter, pas quelque chose qu'on a envie d'emprisonner. C'est pour ça que ce côté prédateur, je m'y retrouve bien, je comprends ce que dit Laurent, et ça me paraît important. Je pense que c'est une façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, de trouver cette dimension éthique. Dans cette amitié, cette communauté, voilà, le rapport entre effectivement le poète, l'écrivain et l'ami, le lecteur, je pense que c'est quelque chose d'assez classique mais d'important. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous me faites penser au livre de Giono, Que ma joie demeure, parce que là, il y a un pauvre paysan dans une terre aride qui ne pense simplement qu'à s'occuper de la rentabilité de sa récolte, de ce qu'il va faire, etc. Et arrive quelqu'un qui est un vagabond et qui va lui faire connaître la beauté des fleurs qui sont là, la beauté des choses, et qui va opérer une révolution chez ce Jordan-là. C'est un livre magnifique parce que vraiment on voit que dans quelqu'un qui vit fermé dans le monde uniquement utilitaire, et on le comprend parce que c'est une terre pauvre et aride, un type qui est comme ça, et brusquement il va s'ouvrir à la beauté du monde, enfin à tout ce côté que Giono exprime merveilleusement. Voilà. Ce qui est, je me souviens, enfin, l'une des définitions, pas l'une d'ailleurs, la définition des biens publics mondiaux, c'est pas si loin de ce qu'on est en train de raconter, puisque les biens publics mondiaux sont définis à l'ONU, hein, donc là on ne parle pas littérature, par précisément une notion de non-rivalité et de non-exclusion. Et en fait, si on voulait être plus artistique, on dirait c'est la définition du chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre n'exclut pas, et lorsque je regarde un chef-d'œuvre, je ne suis pas en train de prendre quelque chose, et donc je ne suis pas rival, je ne suis pas en train d'enlever quelque chose. Ce que je prends, moi, n'enlève rien à l'autre. Et en fait, c'est la définition des biens publics mondiaux, mais c'est bien évidemment la définition d'un chef-d'œuvre esthétique. Et donc, c'est ce qui crée du commun. Hein, donc ça aussi, nous sommes face à des mondes qui n'arrivent plus à idéologiser du commun, c'est-à-dire à construire du commun idéologique, pour différentes raisons, parce que les idéologies, d'abord, sans doute, ont une puissance insuffisante, et c'est une bonne chose pour créer du commun, mais résultat, avec quoi vous créez du commun? Alors il y a ceux qui sont dans la religion, mais en fait la culture tout simplement, c'est-à-dire le sentiment esthétique, c'est la mise en commun et c'est un récit commun possible. Donc c'est quand même ce qui fait communauté.
Alors, je pense qu'il y aura sans doute d'autres questions dans la salle, on a encore un tout petit peu de temps, mais je pense que c'est important du coup de creuser la question. Dans le livre sur l'esthétique, Edgar Morin, vous parlez du rapport entre le beau et le laid, et du fait qu'il y a une espèce d'indifférenciation potentielle entre le beau et le laid. En tout cas, on se met à trouver que sont des œuvres d'art, des choses qui sont délibérément en contrepoint de ce qui pourrait être éprouvé comme beau. Mais si le beau, Cynthia Fleury, c'est quelque chose qui tient du bien commun, qui pourrait être estimé positif, si je puis dire, pour l'humanité, et qu'on se mettait à dire, mais le laid, c'est ça le bien commun, ça serait un peu problématique, non ? Bah, c'est pas tellement problématique parce que, vous savez, c'est terrible. Il y a un livre génial d'ailleurs d'Umberto Eco sur la laideur. Parce que, bien évidemment, la laideur en art... ça n'existe pas. C'est-à-dire que la représentation du laid est quelque chose qui, précisément, fait sens, devient beau. C'est encore autre chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'est pas catégorisé comme laid. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la complexité l'attrape et la complexité fait surgir la marge, le singulier, le mystérieux, la peur, le mortifère ou que sais-je. Et ça vient tout d'un coup animer toute la carte comme ça négative que chacun d'entre nous a en soi. Et c'est ce qu'on voit. Et généralement, le laid en art, c'est tout simplement l'insuffisant. Et donc, en fait, c'est pas le laid, c'est encore autre chose, c'est-à-dire, la non-œuvre. Mais le laid, en art, mais c'est fantastique. C'est le seul endroit où c'est fantastique, hein, parce que dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Edgar Morin, vous suivriez Cynthia Fleury dans cette compréhension du laid en art, qui est en fait, dans sa singularité, beau ? Vous suivriez Cynthia Fleury dans le propos qu'elle vient de tenir sur le laid en art qui est comme subverti, la laideur qui est comme subvertie. Oui, tout d'abord, il est certain que la conception du beau classique devient une province dans le domaine de la représentation, notamment de la peinture, parce que dans les autres arts, c'est beaucoup plus difficile de parler de ça. Parce que déjà, vous avez des très beaux romans qui parlent de choses très laides aussi, ou très tristes. Bon. Mais donc, c'est surtout dans la peinture que la notion du beau s'est provincialisée, relativisée, au profit de l'authenticité, au profit de l'émotion, au profit du choc spirituel, etc. Alors, il y a aussi, on arrive à un problème, est-ce que le beau est dans notre regard, ou est-ce que le beau est dans les choses ? Moi, je pense qu'il peut être dans l'un et dans l'autre. D'abord, effectivement, c'est dans notre regard. À un moment donné, des artistes ont découvert la beauté de ce qu'ils appelaient l'art africain et qui, en plus, étaient des statues rituelles, etc., de rites religieux. Donc, la beauté... On a découvert d'objets qui n'étaient pas beaux, comme disons les vieilles locomotives à vapeur, qui aujourd'hui nous frappent par leur esthétique, leur puissance, leur capacité de faire une belle fumée blanche, etc. Donc, il y a ça. Mais il y a une deuxième chose, c'est-à-dire, est-ce que ce que nous trouvons beau dans la nature, le plumage des oiseaux, leur vol, dans le petit scarabée, dans beaucoup de papillons, enfin, dans tellement. Alors, là, il y a la théorie de cet auteur que j'ai cité et dont j'ai un trou de mémoire, mais je vais me rappeler. Il parle, c'est une hypothèse, l'autoprésentation. Il dit, chaque animal, il peut dire aussi de chaque plante, hein, il a un besoin de s'auto-présenter à lui-même et aux autres. C'est-à-dire, nous, ce que nous appelons nous faire beau, quand on veut sortir et qu'on veut un rendez-vous galant, comme ça, on veut s'auto-présenter de façon la plus... Donc, il dit que cette volonté d'auto-présentation exprime finalement quelque chose qui va donner ce que nous trouvons beau
Par exemple, on peut dire évidemment que le pan a sa goût et qu'il a fait ça, l'interprétation normale, il fait ça pour séduire la femelle. On trouve toutes les choses, les couleurs, toutes ces beautés pour nous en disant que ce sont uniquement des attractions sexuelles. Bon, mais si ça va être des attractions sexuelles, puis pourquoi se faire tellement beau pour attirer la femelle? Il suffit de courir après. Et là, je veux dire que on ne voit absolument, plutôt, si nous-mêmes, nous voulons nous faire beau pour séduire une personne avec qui nous avons rendez-vous, eh bien entendu, le but est la séduction, mais le fait, c'est que nous voulons nous faire beau aussi. Nous voulons être agréables à regarder. Donc, est-ce que, bon, on peut demander si cette chose-là... Écoutez, il y a tout le problème qu'avait un peu traité Souriau, qui a été professeur d'esthétique à la Sorbonne, et qui parlait de l'esthétique dans le monde vivant, et avec une sorte de continuité, bien entendu la discontinuité des œuvres d'art, voilà, mais montrant qu'il y avait aussi une recherche esthétique. Bon, qui le savent, je pense que c'est une idée. Comme aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons que ce qui semblait un fossé infranchissable entre l'humain et le naturel, par exemple, on pensait que les sociétés, c'était uniquement un phénomène humain, ou bien les fourmis, les abeilles, et puis maintenant, on sait que c'est le phénomène le plus général dans tout le monde de la vie. Donc, aujourd'hui que l'on sait qu'il y a des stratégies dans le monde végétal, c'est pas seulement les fleurs qui sont tout donnent des parfums pour attirer les insectes butineurs, ce sont des arbres d'une même espèce qui communiquent. Nous savons que les bactéries communiquent entre elles, se profitent de l'ADN. Non, pourquoi pas aussi, y aurait-il pas de façon indifférenciée dans le monde vivant déjà une proto-esthétique, une pré-esthétique? C'est une chose intéressante, d'autant plus que nous admirons tellement de choses dans le monde de la vie et dans le monde de la nature. Cynthia Fleury, vous voudrez sans doute réagir, mais peut-être qu'on peut voir une ou deux questions dans la salle et puis faire un propos... Voilà. On va prendre 3 questions, effectivement, pour de derniers propos et réactions de la part de Cynthia Fleury et Edgar Morin. Marc-Mathieu Munch, je voudrais poser une question en ce qui concerne la recherche sur les arts. Si on admet que l'émotion esthétique, la dimension esthétique de l'être humain d'une manière générale fait partie de ses aptitudes, est-ce qu'on ne peut pas prévoir, supposer que cela doit se voir dans les textes des plus grands artistes qui ont dit comment ils concevaient la réussite d'une œuvre d'art. Ayant eu l'occasion de passer plusieurs décennies de chercheurs à comparer dans le monde entier les arts poétiques des littéraires, des grands écrivains dont les œuvres sont passées à la postérité, et maintenant ayant la possibilité de comparer les textes des créateurs des autres arts, j'ai l'impression qu'on peut démontrer l'existence d'un invariant. Et cet invariant que vous avez d'ailleurs cité sur l'esthétique, c'est l'idée, au fond, qui a été défendue souvent ce soir, que l'œuvre d'art réussie est une œuvre qui est capable de créer dans le corps, esprit, cerveau d'un récepteur un effet de vie. Et la dimension éthique vient se greffer ici sur la dimension esthétique, puisque lorsque l'œuvre est réussie et que le récepteur est réceptif, il est bouleversé, comme on l'a dit plusieurs fois ce soir, et que le lendemain, il est en face de cette émotion qu'il a vécue
comme si c'était une vie, tout en sachant qu'il était au concert ou bien qu'il était au théâtre, et la liberté humaine qu'il a en partage l'oblige à prendre parti vis-à-vis des choses horribles ou belles ou généreuses auxquelles il a, entre guillemets, assisté. Donc, moi, ce que je propose, c'est à partir de cette découverte, une véritable arthéologie fondée sur la parole des grands artistes dont les œuvres sont passées à la postérité. J'aimerais connaître votre opinion. Qu'on y revienne en prenant 2 autres questions et on demandera à Cynthia Fleury et Edgar Morin de réagir. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il... Cynthia... Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour cette belle soirée. On se régale. Ah, c'est une belle soirée, ça, absolument. Oui. Bon, on se régale et on espère que ces ondes vont soigner le labago de Cynthia. Moi, je pense que tout est possible à chaque instant pour le meilleur, grâce à l'amour universel. Alors justement, cette esthétique, c'est ça qui est choquant, c'est-à-dire que l'humanité qui a créé l'enfer sur la planète plus qu'un paradis, avec l'esthétique qu'on propage partout depuis les grottes de Lascaux et tout ça, ça aurait dû créer de l'amour partout. C'est ça qui manque énormément. Alors moi, j'aimerais juste dire, pour rebondir sur ce que dit Edgar, c'est-à-dire qui nous donne beaucoup d'amour d'ailleurs par son œuvre et sa présence toujours. Je le remercie encore. Justement, quand il a dansé à Alternativa, à Place de la République, j'étais fou. De joie, et ça continue. Et du coup, moi je trouve que la nature, le printemps à l'heure actuelle, tu parlais tout à l'heure, Edgar, des papillons, des oiseaux, ce printemps qui est une vraie œuvre d'art en soi, à chaque instant, qui change continuellement, c'est quelque chose de fantastique qui devrait nous donner de l'amour et arrêter les guerres, la pollution, la misère. Et justement, cette esthétique du printemps qui vraiment est bouleversant pour moi à chaque instant. Ce matin, j'ai été réveillé à 4h30, j'entendais les oiseaux qui démarraient leur symphonie de joie par amour de la vie, que les humains ne savent pas rendre autant d'ailleurs, c'est ça qui est dingue. Moi, ça me stupéfie à chaque fois, ce printemps merveilleux, c'est toujours un bouleversement extraordinaire. Et du coup, pourquoi cette esthétique donne pas autant d'éthique à chaque instant aux humains? Moi, avec des amis, comme je suis activiste, on est tellement choqués qu'on a organisé des marches pour arrêter les insecticides néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles, avant leur interdiction en 2018. Donc on a fait des marches, on a été reçus au ministère de l'Environnement parce qu'on est choqués qu'on détruise cette esthétique de la nature. Et on marie donc l'éthique, l'esthétique et l'activisme. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'il est temps d'arrêter l'enfer sur la Terre, quoi. Et j'y croirai toujours et partout, voilà. En tout cas, merci pour cette soirée. Merci de ce témoignage. Une troisième et dernière intervention. Merci. Allô? Oui, ça va. Oui, bien. Faut parler bien proche, oui. Oui, en fait, je voulais rebondir sur on parlait de la durée et justement, je me demandais si pour obtenir cette durée du sentiment esthétique et tout ça, si justement ça passait pas par le partage et par ce que j'appellerais une certaine une confirmation aussi dans le fait qu'on assiste à quelque chose avec les autres et que à travers une émotion partagée, on reconnaît des choses qui nous touchent, un peu comme on pourrait dire, il y a certains archétypes qui, à travers le temps, se renouvellent, mais qui nous parlent parce que, justement, comme la nature et tout ça, nous ressemblent d'une certaine manière. Et tout ça, c'est des choses qu'à travers le processus créatif qui, évidemment, se renouvelle à travers les jeunes et les vieux, comme disait Edgar Morin, mais c'est toujours un peu les mêmes histoires et les mêmes archétypes qui nous arrivent, qui nous parlent et qui renouvellent ce sentiment chez nous et qui font durer ce sentiment esthétique à travers le temps, à travers les mythes, à travers les histoires qu'on se raconte. Donc ça, c'était une chose. L'autre chose que dont je voulais peut-être parler aussi, c'était où je serais curieux d'avoir votre opinion là-dessus, c'est un peu la différence entre la tragédie et la comédie. Moi, j'ai ma petite théorie sur le sujet, comme quoi la tragédie, c'est un petit peu une histoire qu'on se raconte, dans laquelle on se reconnaît
où justement on reconnaît en même temps le fait qu'on est mortel, hein, qu'on va mourir, parce que la tragédie c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout le monde meurt à un certain moment, alors que la comédie c'est d'aller plus loin que ça peut-être, c'est de transcender ça, d'avoir reconnu sa mortalité puis d'être capable d'en rire. Et ça aussi, ça permet de partager quelque chose de très fort chez nous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir, mais on n'arrête pas d'affronter cette absurdité ensemble, de se reconnaître là-dedans. Voilà. Je pense qu'on va revenir à ça également. On prend une dernière intervention. Question dans le fond, Damien. Toute dernière. Voilà. Tu peux passer le... Oui, bonsoir. Je voulais juste rebondir sur... m'entendez ? Rebondir sur la perspective que vous ouvrez quand vous prenez au sérieux ce que vous faites, l'esthétique, l'expérience esthétique, et l'expérience esthétique comme accès au réel. Et ma question est la suivante. Est-ce que cette expérience esthétique, ce sérieux qui est le vôtre à l'égard de l'esthétique, ce n'est pas une façon de faire éclater le rationalisme sur lequel nous reposons depuis très longtemps en philosophie, c'est-à-dire de casser le lien entre le réel et le rationnel, entre la raison et la connaissance. Et donc quand on casse ce lien-là, ce que fait l'esthétique et ce que vous faites depuis le début, est-ce qu'on n'est pas dans une perspective assez inédite et assez déstabilisante qui laisse à penser qu'il y a une forme de raison qui est un peu en courant d'air, une forme de cogito tellement brisé qu'il ne peut se réconcilier avec lui-même que par l'esthétique, l'accès détourné au réel par l'art et par toutes les expériences, disons, de l'éros, de l'érotique, de ce qui est transcendant, ce qui nous traverse, et donc qui fait éclater l'idée traditionnelle que la philosophie peut avoir de la raison. Merci. Qui souhaite peut-être, ou alors si vous intervenez, Edgar, si j'interviens, tu vas commencer. Je suis pas sûre. Alors c'est quand même 4 types de questions qui sont à la fois des commentaires et qui traitent quand même sensiblement de la même chose, enfin des choses qui sont en dialogue. La première question, elle renvoie à est-ce qu'il existe un invariant, un universel à travers les différentes œuvres, et ce serait l'effet de vie qui est provoqué chez celui qui observe cette œuvre, et cette énergie vitale, et d'une certaine manière, ça viendrait signer, hein, je résume un peu très rapidement, sans doute pas assez bien, mais ça viendrait signer la vérité de ce qu'est une œuvre d'art. Donc, et ça a été notamment expliqué, porté, décrit par tous ceux qui ont fait des œuvres d'art et qui ont raconté le processus de création. Bon, donc aussi. Donc ça, c'est, tu commenteras. Oui, moi, bien évidemment. Et l'effet de vie qui est produit, c'est la pulsion de vie, je pense, dans une œuvre d'art, même quand cette œuvre d'art renvoie précisément à la description de la barbarie. C'est-à-dire que ce qui se joue, c'est la conscientisation de à la fois la barbarie et l'effet de vie qui est derrière et qui doit aller renverser le fait que la pulsion de mort l'emporte. Et c'est les grands textes de Freud expliquent très bien cela, Malaise dans la civilisation, etc. Ou même la petite lettre, entre guillemets, l'échange épistolaire entre Einstein et Freud raconte tout à fait aussi ça, cet effet de vie qui est produit. Et aussi l'œuvre comme l'amour d'ailleurs. L'amour qu'on reçoit, l'œuvre qu'on partage ou qu'on observe, généralement nous permet d'aller investir de façon libidinale le monde, c'est-à-dire tout simplement d'avoir un désir de monde, de se dire tiens,
ce monde, je peux y avoir accès et j'ai une attente, alors que bien évidemment, nous sommes généralement découragés, désenchantés, et les œuvres, comme l'amour, viennent nous réinsuffler cet investissement libidinal du monde. C'est-à-dire on se dit tout d'un coup, allez, on y retourne. Bon, pour le dire de façon plus simple. Bon, mais c'est ça. Donc l'œuvre, les œuvres font circuler cette énergie créatrice, pour reprendre un terme aussi bergsonien, et qui bien évidemment nous permet à la fois de vivre, de survivre, de connaître, de partager, etc., etc. Bon, donc je suis assez, bien évidemment. Alors ensuite, pourquoi? La deuxième question, c'était pourquoi, alors qu'il y a tellement d'œuvres, pourquoi il y a tellement de mal? Et pourquoi il y a tellement d'insuffisance? C'est la question, alors qu'il y a tellement cette sublimation du manque, parce que Dieu sait s'il suffit de regarder, comme disait Hugo, le patrimoine des intelligences pour, d'une certaine manière, se dire mais c'est fantastique, quoi, cette civilisation, elle est extraordinaire, alors qu'il suffit de tous les jours regarder le monde pour voir à quel point l'esthétique ne nous sauve pas. Bon, je ne sais pas répondre à cette question, donc celle-là, ça sera toi qui répondras. Tu vois, donc pourquoi l'esthétique ne nous sauve pas, c'est mon cadeau de la soirée. Donc, excusez-moi Cynthia, mais je pense que juste un mot, c'est parce qu'au manque d'écoute, il n'y a pas une vraie écoute dans l'humanité. Ça c'est sûr, c'est un minimum. Oui. Il n'y a jamais eu d'écoute. Enfin, ce soir, il y en a un peu, mais c'est un manque au niveau global, je veux dire, pas d'écoute. Donc voilà, il y a un début de proposition de réponse. La troisième fois, puis le troisième et quatrième, je vais aller plus vite parce que je suis trop lente, pardon. Non, sur la dernière question, ce n'est pas, en tout cas pour ma part, l'esthétique comme expérience d'accès au réel, ce n'est pas du tout pour dissocier réel et rationnel, qui est une approche hegelienne de base, mais pour rappeler simplement que la cartographie de la raison, ce n'est pas la rationalité instrumentale. Voilà. Donc moi, j'ai une vision du rationnel au sens réellement hegelien et pas au sens d'aujourd'hui de ce qu'on en a fait, c'est-à-dire essentiellement une puissance calculante totalement ridicule. Bon. Donc sur cette association réelle-rationnelle, mais c'est encore une fois réouvrir la carte de la raison. La carte mentale de la raison. Et puis dernier point sur tragédie, comédie. Donc on demande un petit peu comment définir la tragédie, l'esthétique de la tragédie et l'esthétique de la comédie. Est-ce que d'une certaine manière l'esthétique de la comédie n'a pas quelque chose de plus supérieur parce qu'elle nous décentre aussi de la barbarie du monde. Il y a des passages magnifiques de Jean Kelevitch sur l'humour, sur l'ironie. Et Jean Kelevitch dit l'humour, c'est ce qui nous permet d'affronter l'irréversible de nos vies. Et en l'occurrence, notamment la question de la finitude, mais pas simplement le fait aussi que chaque jour se joue quelque chose qui nous renvoie aussi, de toute façon, à notre insuffisance. Donc, très certainement, l'humour, la comédie ont quelque chose d'un lien avec la sublimation très fort. Moi, j'en ai fait dans Les Irremplaçables une troisième figuration du connais-toi toi-même, la vis comica, la force comique. Et sur comment faire durer, c'était une dernière question, comment faire durer le sentiment esthétique, éventuellement par la question du partage. Ça aussi, c'est une question qui t'est posée. Le dernier cadeau. Oui, alors, incontestablement, l'effet de vie est quelque chose que, d'ailleurs, je cite cet ouvrage très intéressant dans mon livre, parce que j'ai déjà été frappé par l'œuvre de cet auteur, et je pense que c'est un élément commun, disons, à toutes ces œuvres. Et Cynthia ajoute une pulsion de vie. Et là, je trouve que c'est pas mal de
lier les faits de vie et la vie que nous empuisons nous-mêmes et dans les os. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça montre à quel point, enfin disons du moins pour ce que nous lisons, pour les poésies que nous lisons, pour les romans, que c'est nous, que ces œuvres n'existent pas sans notre participation et notre aide. Mais je peux même le dire pour le cinéma, ce sont des jeux d'ombre et de lumière sur un écran, c'est nous-mêmes qui nous leur donnons vie, etc. Donc nous sommes des co-auteurs, nous sommes disons, une œuvre. Elle a plusieurs auteurs, elle a son auteur qui l'écrit, elle a aussi comme auteur, disons, la culture qui l'imbibe, d'accord. L'œuvre est elle-même son propre auteur, elle s'auto-crée comme un enfant s'autodéveloppe dans le ventre de sa mère le nourrit, mais et je pense qu'une œuvre d'elle-même, elle a ce pouvoir, comme l'embryon elle-même. Et enfin, le lecteur, le spectateur, ils sont aussi. Sinon, l'œuvre meurt. C'est plus rien, c'est un objet, ce sont des traces, ce ne sont même pas des signes. Ça devient des signes quand nous les lisons. Donc, c'est vrai que tout ça, nous donnons vie à l'œuvre. Ce problème de la vie est permanent. L'auteur le donne et nous, spectateurs, nous avons besoin de le redonner. Je pensais aussi, mais à l'influence un peu morale. Moi, quand j'avais aussi, j'étais très, très, très jeune, mais c'est une époque où, à peu près en même temps, ont existé 3 films de guerre qui dénonçaient pas seulement les horreurs et la bêtise de la guerre. C'était le film « À l'Ouest, rien de nouveau », film américain d'après Eric von Remarque. C'était « Les Croix de bois », film français de Raymond Bernard. Et c'était le film allemand « 4 de l'infanterie », mais chacun à sa façon était un... Et ça m'a donné un sentiment très, très profond d'horreur de la guerre que je n'ai pu surmonter de ce pacifisme que sous l'occupation allemande. Bon, alors donc, si vous voulez, ça c'est une marque assez profonde. Alors, il y a aussi... alors, est-ce que ça pourrait nous sauver? Alors, moi, je dis que rien ne peut nous sauver. Je ne sais pas pour reprendre ce que dit Heidegger, que seul un Dieu peut nous sauver, mais je veux dire que nous pouvons être provisoirement sauvés de temps en temps. Et dans ce salut qui peut nous arriver de temps en temps, vient le rôle de l'amour, le rôle de l'amitié, le rôle d'un maître qui nous enseigne, le rôle d'une œuvre. Et je pense qu'il y a des œuvres, il y a la rencontre à un moment donné d'une œuvre et d'une personne qui est véritablement foudroyante, qui a un effet de... Moi, pour moi, quand j'étais aussi adolescent et avec mon ami de résistance Jacques-Francis Roland, on se récitait des passages entiers de la saison en enfer, ça nous exaltait, ça nous donnait justement l'impression qu'on était sur la voie d'un salut. Bien entendu, salut provisoire. Je pense que je répète, qu'est-ce qui peut nous sauver? De temps en temps, on peut être sauvé. Voilà. Bon, alors maintenant, le problème du réel est assez intéressant parce que l'intrigue d'un film, l'histoire qu'il raconte, etc., peuvent avoir un aspect de mythe. Je veux dire que les mythes sont présents non pas sur leur forme ancienne, n'est-ce pas, qui étaient des récits auxquels on croyait absolument, mais il y a une mythologie du cinéma, comme on l'a dit justement. Il y a une mythologie du western dans lequel effectivement c'est l'arrivée de la justice dans un monde de désordre et de cruauté par un héros solitaire.
Et puis, il y a aussi la mythologie du trieur, en fait, de celui avec le private eye, le détective amateur qui élucide les choses. Enfin, les mythes sont présents dans Shakespeare, sont présents dans toutes ces choses-là. Et là aussi, le mythe peut jouer un rôle d'écran entre le réel et nous, et peut au contraire jouer le rôle de transmetteur entre le réel et nous. Ça dépend dans l'état dans lequel nous sommes, dans lequel nous sommes pris, nous ne sommes pas pris. Alors maintenant, oui, mais alors maintenant, aussi une chose, je vais dans le sens de Cynthia, je pense que, bon, évidemment, il y a une part, comme il y a une part du réel qui est rationnelle, commencer par les lois de la gravitation, de la thermodynamique, etc. Enfin, il y a une part de... Et donc, on ne faut pas croire que la raison, et surtout les caractères logiques de la raison, la logique aristotélicienne qui contrôle la raison, épuise le réel. Non, il n'en donne qu'une petite partie. Et il y a une autre partie qu'on ne peut pas appeler d'irrationnelle, mais qui est irrationalisable. Une partie qui est une partie qu'on peut appeler absurde, mais à mon avis, j'appellerais simplement non rationalisable. Et l'art nous introduit aussi dans cet aspect du réel irrationalisable qui échappe à l'explication logique. Bien entendu, la musique est au sommet de ce genre d'art. C'est la musique qui nous parle de quelque chose qui est supérieur à toute rationalisation. Et je crois que c'est ça, ce sont les noces du rationnel et de l'irrationnel que nous pouvons rencontrer dans certaines œuvres. Enfin, maintenant, la comédie, on peut la voir sous différents aspects, parce que souvent, disons, qu'est-ce que c'est que la tragédie? C'est une comédie qui finit mal, et qu'est-ce que c'est que la comédie? C'est une tragédie qui finit bien. Hein? Mais bon, pas seulement. Parce que tout au long de la comédie, vous allez vous amuser, vous allez rire. Mais la comédie nous fait rire de nous. Et alors là, c'est son rôle merveilleux, c'est que nous donne la dérision. Alors, et je ne parle pas seulement des grandes comédies de Molière, mais quand je pense au théâtre bourgeois de la fin du XIXe siècle, la Biche et Feydeau, etc., ça donnait l'occasion au monde bourgeois de rire de lui-même. Mais il oubliait la part d'ironie qu'il y avait. Il riait, puis après il oubliait. C'est toujours la même chose. On oublie. Mais la part de dérision, la transmutation dans le rire de l'expérience humaine est une chose absolument merveilleuse et complémentaire du fait que aussi on a besoin de la transmutation dans la tragédie qui est réelle de l'expérience humaine. Cette tragédie, on peut en rire d'une certaine façon, et puis on peut aussi prendre la même chose et la voir sur l'autre. Donc ce sont les deux aspects complémentaires, antagonistes et nécessaires que nous donne le théâtre, et aussi, disons, le cinéma qui en sont dérivés, voire même le roman, tragédie et comédie, ce sont les deux piliers sur lesquels nous devons appuyer notre conscience esthétique. Voilà. Merci. Merci Edgar Morin, merci Cynthia Fleury de cet échange qui a eu incontestablement de la beauté et pas seulement, également de l'humour et donc sans doute un profond sérieux. Merci à vous.